Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle chronique psycho de DailyFX. Je suis Caroline Domanine, je suis trader pour compte propre depuis maintenant environ 8 ans quand même, et je suis coach de trader sur la partie psychologique et comportementale exclusivement, et à ce titre je rédige le site neuro-trading.fr. Aujourd'hui, nous allons parler du goût du risque en trading et des profils de traders, mais avant que je commence, j'aurais souhaité que vous me fassiez votre retour sur le son, qui est l'éternelle question quand on fait des webinaires comme ça de son bureau, de savoir si on est bien entendu et s'il n'y a pas de problème. Donc avant de commencer, je vous invite à lire donc l'avertissement des risques liés au trading de DailyFX, sachant que le trading entraîne, et on est totalement dans le sujet, un risque de capital, et donc vous pouvez perdre de l'argent. Alors donc cette chronique, alors attendez, je vérifie au niveau du retour sur le son. Oui, ok, on dirait que c'est bon, impeccable. Donc c'est la dernière chronique sur la notion du risque. Alors dans la première chronique, j'avais abordé l'aversion au risque, en évoquant donc des composantes de profil qui étaient particulièrement sujettes. Dans la seconde chronique, j'avais abordé les composantes de profil mental qui vont fausser la perception d'un risque rationnel. Et aujourd'hui, donc, je vous parle de celles qui vont prédisposer le trader à un goût du risque, et je vais tenter de vous expliquer le plus simplement possible pourquoi. Donc je souhaitais faire un petit aparté avant de commencer, parce qu'il est très probable que dans votre profil, vous ayez certaines composantes d'aversion, certaines composantes de déformation ou de goût du risque. Et alors du coup, c'est ici, et c'est là-dessus que je terminerai sur la chronique d'aujourd'hui, donc c'est là que le principe d'interaction prend toute son importance. Et quand on parle d'interaction, on parle souvent de dissonance. Et donc quand un trader a une dissonance, en fait, il va y avoir une voix à l'intérieur de lui qui dit blanc et une autre qui dit noir. Donc il y a un conflit intérieur entre des attitudes qui sont parfois radicalement opposées. Et quand il y a des voix comme ça qui s'opposent à l'intérieur de nous, eh ben le cerveau il est constitué d'une telle manière que le territoire reptilien, qui est la zone qui va déclencher le stress, immédiatement s'enclenche et donc va déclencher des réflexes stéréotypés de stress que j'ai déjà longuement évoqués dans une chronique précédente. Alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Si c'est la voie d'aversion qui gagne, vous allez avoir un réflexe de fuite. Si c'est la voie du goût, du risque, vous allez avoir un réflexe de lutte, on va en parler. Et quelle que soit en fait la voie qui l'emporte, le choix, au bout du compte, il n'est pas rationnel et vous perdez totalement votre libre arbitre, puisque c'est votre inconscient qui va mener la danse, que vous le vouliez ou non. Donc c'est la raison pour laquelle un investisseur qui est sujet au stress devra très certainement comprendre les conflits intérieurs qui l'animent afin de les résoudre. Et donc dans le rapport au risque, c'est évidemment cette notion de dissonance, de conflit, une question qui est importante. Du coup, à la fin de cette chronique, je vous ai préparé un tableau où on verra l'interaction entre différentes composantes de profil, et puis je vous demanderai que voilà, vous choisirez en fait la case, puisque c'est sous forme de tableau, que vous souhaitez que je développe un petit peu. Donc nous allons parler aujourd'hui donc du goût du risque, et on parlera pour ce faire donc du réflexe de lutte, donc dans le territoire reptilien, qui est un réflexe de stress. On parlera de l'instinct grégaire dominant, et ensuite des facettes de personnalité du compétiteur et de l'animateur. Voilà donc la lutte. Alors selon les personnes ou les situations, en fait, le goût du risque va être plus ou moins profondément implanté. Et donc un réflexe de lutte
induit un goût du risque qui va être conjoncturel et réactif. Donc pour faire simple et peut-être un peu trivial, le trader, il pète les plombs, quoi. Voilà, passez-moi l'expression. Donc en temps normal, c'est une personne qui est tout à fait maîtrisée, réfléchie et responsable. Et c'est pas forcément quelqu'un qui est un risque-tout par nature, mais le déclenchement de stress va activer des comportements qui sont symptomatiques de la lutte. Et du coup, c'est un rapport au risque qui est peu habituel chez cette personne et qui va du coup auto-alimenter, excusez-moi, auto-alimenter donc le réflexe de lutte, puisque plus il est en lutte, plus il va prendre des risques, étant donné que c'est pas forcément une personne qui a le goût du risque à d'autres niveaux de conscience, eh bien c'est quelqu'un qui va se sentir encore plus stressé dans la situation dans laquelle il est. En plus, concrètement sur les marchés financiers, étant donné que la lutte va pousser le trader à des choix tels que, je sais pas moi, du pyramidage sauvage de la position, du hedging, ou un renforcement d'exposition, des décalages de stop, et que sais-je encore, et bien concrètement la situation est encore plus dangereuse qu'elle ne l'était à la base, et du coup évidemment son attitude devient complètement irrationnelle. Il faut savoir que tout le monde peut rentrer dans un réflexe de lutte, et il suffit juste de s'imaginer quelqu'un qui est en colère. Tout le monde se met parfois en colère. Je n'ai jamais rencontré personne qui ne se mettait pas du tout en colère, donc ça peut arriver à tout le monde. Et un trader qui va avoir à la base des composantes de profil où il a une certaine aversion au risque, quand il va avoir un réflexe de lutte, eh bien, il va se sentir très très mal, puisqu'il va engendrer des actions qui, de manière pragmatique, aggravent la situation. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est parce qu'il n'est pas habitué, il n'a pas certains d'autres instincts qui le prédisposent à une attitude de combattant, on va dire, et donc le processus s'auto-alimente. Des personnes qui vont avoir un trading agressif par habitude, je veux dire, ils le savent, et qu'ils ont le goût du risque, et du coup leur manière de travailler est construite en partie par rapport à ça. Et donc là, quelqu'un qui va rentrer dans la lutte, c'est absolument pas la même chose, et il se trouve évidemment complètement démuni à ce moment-là dans la perception qu'il a du risque. Donc le deuxième réflexe que je souhaitais aborder, c'est la dominance. Donc l'instinct grégaire dominant. Alors un dominant, c'est quelqu'un qui a de manière instinctive une grande confiance en lui, et donc il a beaucoup de droits et peu de devoirs. Donc sans avoir un réel goût du risque, il a une capacité de faire des choix qui sont audacieux. Alors le dominant, c'est pas non plus, faut pas l'imaginer comme un fou qui va prendre des risques pour le plaisir. Voilà, je vous explique le processus rapidement. On va dire que pour conserver ses droits au sein du groupe, il doit être un chef légitime. Ça, c'est le postulat de base. Le dominant, dans ses instincts vraiment primaires, c'est absolument pas conscient, hein, évidemment, mais une motivation importante du dominant, c'est de défendre sa place légitime de chef. Enfin, légitime, entre guillemets, parce que, bon, enfin, voilà. Donc, défendre cette place, ça peut passer évidemment par la force tyrannique. On retrouvera ça généralement dans les groupes animaux, ou par la viabilité du jugement et la force de persuasion, c'est ce qu'on retrouvera dans les sociétés humaines. Donc le but instinctif du dominant, c'est de protéger ses privilèges. Et donc pour les humains, ça passe par un ascendant qui est moral ou qui est pratique. Et donc pour conserver son niveau de droit, il doit avoir de l'audace, et il doit aussi avoir la maîtrise de son audace. Une personne qui risque tout sans aucune stratégie, c'est pas quelqu'un qui est dans la dominance, c'est quelqu'un qui est dans la lutte. Ou éventuellement dans une axialité qui est excessive, mais je m'égare. Bref. Donc une phrase qui va bien résumer la vision du risque du dominant, c'est « la meilleure défense, c'est l'attaque », avec évidemment toute la vision guerrière qui s'y rattache. Du coup, le dominant penche du côté du goût du risque pour deux raisons.
La première, c'est que ça assoit l'image qu'il se fait de lui-même, hein. Donc déjà, c'est plus dans la relation qu'il entretient avec lui. Voilà, il se perçoit de manière évidemment inconsciente comme quelqu'un de fort, quelqu'un qui est plus ou moins capable de tout, qui est audacieux, voire même indétrônable pour quelqu'un qui a vraiment beaucoup de dominance. Et donc, faire des choix risqués, eh bien, c'est la marque qu'il mérite la place qu'il se donne inconsciemment. Ça justifie son statut. Ça, c'était donc pour la première raison. Et donc, la seconde, c'est que il croit réellement, en fait, qu'il est de taille à vaincre et à gagner. Donc, le dominant, il a un réel déni du risque. Et ça, je le dis et je le répète, ce n'est pas conscient. Donc, son goût du risque, il est à la fois l'expression de son identité qui est profonde, hein, qui est intime, de son ego, hein, en quelque sorte, et c'est aussi la marque inconsciente de la confiance qu'il a en lui-même. Et donc pour ces deux raisons, un dominant a souvent des débuts qui sont difficiles en trading, parce qu'il prend trop de risques, et donc, par effet domino, eh bien, il fait des grosses pertes. Et du coup là c'est violent parce que en fait, la situation va le renvoyer à son absence totale de pouvoir sur les événements. Alors, ceux qui me suivent régulièrement savent que j'ai une philosophie par rapport au marché, c'est qu'on ne contrôle absolument rien, hein, et qu'on ne sait rien. Voilà, on peut avoir évidemment des convictions, bon c'est un autre sujet, mais globalement on a véritablement aucune certitude et absolument aucun contrôle, et cette réalité pour le dominant c'est évidemment difficile à vivre. Souvent le dominant, je veux dire de manière sociale et relationnelle, c'est quelqu'un qui est assez habile. Il sait parler, il n'a pas peur de s'imposer, voilà, et grosso modo, la vie est plus simple pour quelqu'un qui est modérément dans la dominance que quelqu'un qui est dans la soumission. Et donc, il n'a pas vraiment le sens de l'effort. C'est un peu un ni vu ni connu, je t'embrouille, quoi, hein, pour faire simple. Du coup, quand il est mis vraiment en face de sa propre vulnérabilité, de son infaillibilité aussi, parce qu'il a un rapport très particulier à l'erreur, c'est une autre question, eh bien, voilà, il est pas à l'aise. Du coup, la violence de ses débuts le met en face de ses limites de pouvoir réel, et ça, c'est assez compliqué pour lui. Du coup, le dominant, dans son rapport au risque, soit il va parvenir à faire son examen de conscience, hein, en quelque sorte, pour apprendre à canaliser ses réflexes et ses impulsions de dominance, soit il va beaucoup perdre et au bout du compte, il finira par arrêter, parce que tant qu'il reste dans ces réflexes-là, eh bien, il ne peut pas gagner. Donc, on va changer de territoire cérébral pour passer au territoire néolimbique, que j'appelle aussi parfois le singe. Et donc, je vais vous parler du compétiteur. Donc, le compétiteur, c'est une facette de personnalité qui aime le défi, le dépassement de soi et les challenges. Et donc, c'est une facette qui est avant tout en compétition avec elle-même et pas forcément avec les autres. D'ailleurs, entre parenthèses, on en reparlera peut-être dans 5-10 minutes, mais au niveau des interactions, un compétiteur n'est pas forcément un dominant. On peut avoir quelqu'un qui a une facette de personnalité compétiteur, parce que dans son enfance, il a été valorisé, voilà, ses parents, son éducation ont valorisé le sens de l'effort, du dépassement de soi, enfin. Bref, pour plusieurs raisons, sans qu'il ait développé un instinct grégaire de dominance, et même en ayant développé un instinct grégaire soumis, et du coup, eh bien, ça va engendrer forcément des dissonances au niveau justement des voix dont je vous parlais tout à l'heure qui s'opposent. Donc pour le dominant, se dépasser, c'est une valeur profonde. Voilà, j'aime aller au bout de moi-même, il faut faire des efforts, et je me sens vivre dans la bataille. D'ailleurs, entre parenthèses, j'ai noté parce que ça me semblait important de vous le préciser, c'est la seconde facette la plus représentée chez les traders après le novateur, le compétiteur. Donc vous êtes nombreux. Statistiquement, en fait, vous qui êtes en train de m'écouter, vous avez une chance sur 2,7 exactement d'être concerné. Alors ce chiffre, je ne l'ai pas sorti de mon chapeau, hein. J'ai sorti des stats par rapport aux personnes qui ont passé le test, d'ailleurs assez sommaire, hein, que j'ai mis à disposition
sur le site Neurotrading, donc sur un échantillonnage d'environ 4000 traders. Et voilà, donc statistiquement, vous avez une chance sur 2,7 d'être compétiteur. Bref, donc pour le compétiteur, prendre des risques, c'est démontrer sa bravoure. Et c'est un moyen pour lui d'exprimer ce qui compte vraiment dans sa vision de la vie en fait. Le compétiteur, il aime ce qui est grand, il aime ce qui est fort. Et donc une phrase qui pourrait lui être, qui pourrait vraiment lui convenir, c'est l'avenir appartient aux audacieux. Et donc un compétiteur qui va bien se gérer émotionnellement, eh bien, va avoir une vision du risque qui est assez moteur. Parce que pour lui, c'est un marqueur, c'est un indicateur. Et pour schématiser, tant que c'est pas risqué, il peut aller plus loin. Il n'est pas à son maximum. Et si parallèlement à ça, il gère bien des réflexes notamment de lutte, dont je parlais il y a 5 minutes, eh bien il est dans cette dynamique où il est toujours sur le fil du rasoir, donc c'est quand même toujours assez borderline, mais où il est quand même dans l'effort, dans le travail et dans la maîtrise. Parce que la maîtrise de soi fait partie aussi des notions importantes de bravoure et de courage qui sont chères aux compétiteurs. Et donc c'est un travailleur qui est infatigable. Et cette capacité d'effort et d'énergie, évidemment, ça lui permet d'acquérir une forte compétence en un temps qui est grosso modo assez restreint. Et parallèlement à ça, dans son rapport au risque, il sait s'exposer. Du coup, il peut avoir de très bonnes performances tout en gardant une régularité relative. Alors je dis relative parce que évidemment, un compétiteur, il y a de fortes chances qu'il ait de gros écarts d'un jour à l'autre, mais grosso modo, voilà, d'avoir une belle equity curve. Donc son goût du risque, tant qu'il est maîtrisé, va lui permettre de repousser ses limites et d'avoir des bons résultats. Et alors c'est là que justement c'est le problème, c'est parce que le goût du risque du compétiteur, il est très difficile à bien maîtriser, parce qu'il se laisse emporter par son engagement. Il ne sait plus où il doit s'arrêter. La limite pour le compétiteur, elle est tellement loin que c'est parfois assez compliqué. C'est un guerrier en fait, dans tout ce que ça engendre de positif comme énergie ou comme audace, mais dans tout aussi ce que ça engendre comme négatif, comme escalade d'engagement qui va accroître sa zone de risque. Donc le processus de l'escalade d'engagement, il est assez simple si on le résume à l'extrême. On va dire que plus vous vous donnez de mal pour obtenir quelque chose, plus vous avez de mal à y renoncer. Bon, c'est un peu plus complexe que ça. D'ailleurs, j'avais fait une chronique entière, donc quasiment 1 heure uniquement sur l'engagement, mais bon, on va dire, voilà, pour résumer en 3 mots, que l'idée est là. Et alors évidemment, du mal, le compétiteur, il s'en donne beaucoup. C'est pour ça que je dis que c'est en même temps sa principale force et sa principale faiblesse, parce qu'il est mécaniquement sujet à l'escalade d'engagement. Et du coup, son goût du risque, quand il est dans cette dynamique-là, il est énorme, il est insatiable. Alors ça se matérialise par des certitudes très fortes sur les mouvements de marché, par des convictions qui sont inébranlables, et évidemment, il a beaucoup de peine à accepter une invalidation de scénario. Et donc, voilà, il est aussi hyper investi dans un trade ou dans ses résultats au sens large, et il a beaucoup de mal à prendre du recul sur une perte, qu'elle soit latente ou consommée. Donc, le rapport désinhibé au risque du compétiteur est à la fois un point fort énorme qui lui permet de s'exposer, qui lui permet de travailler, qui lui permet d'aller loin, mais c'est aussi sa principale cause d'échec. Et donc là encore, le principe d'interaction va être très important pour quelqu'un qui a une grosse facette de compétiteur. Nous allons maintenant parler de l'animateur. Alors l'animateur, il cherche avant toute chose la liberté et le mouvement. Il a le goût de l'inconnu et donc du risque par voie de conséquence, mais pour des raisons qui sont très différentes que celles du compétiteur. Pour l'animateur, rien n'est vraiment sérieux. En fait, pour lui, le risque, c'est un jeu. Donc autant le goût du risque du compétiteur est grave, voire même
ou excusez-moi, je perdais mes mots, extrême, voilà, pour le compétiteur, autant il est léger pour l'animateur, et il a un certain goût pour la précarité. Bon, alors quand je parle de précarité, je parle pas de précarité matérielle, hein, mais vraiment de son positionnement dans la vie. Il aime avoir un positionnement dans la vie précaire. L'animateur, il s'épanouit dans l'incertitude, justement, et il refuse la stabilité. Il a besoin de se sentir vivre par l'inconnu. Du coup, le rapport au risque de l'animateur, une fois de plus, il va être à la fois positif, parce que il accepte le risque, même au-delà de ça, il le cherche, et du coup, il a très peu d'angoisse. Donc il est peu sujet, en tout cas dans son rapport au risque, au stress et donc à des réflexes conditionnés de fuite, de lutte ou d'inhibition. Et ce rapport va être aussi négatif parce qu'il se met plus ou moins consciemment en risque pour se sentir vivre. Et du coup, évidemment, sur les marchés financiers, ça peut faire mal, quoi. Donc une phrase qui résume bien le goût du risque de l'animateur, c'est il faut bien mourir de quelque chose, autant le faire dans la bonne humeur. Pour bien expliquer en fait la nuance, je vais me hasarder à une explication qui, j'espère, sera courte et claire. À l'impossible, nul n'est tenu, je vais essayer. Mais pour bien expliquer donc la nuance entre le goût du risque de l'animateur et du compétiteur, je dois revenir rapidement sur la genèse de l'empreinte neuronale des facettes de personnalité, en fait. Donc toutes les facettes de personnalité sont le résultat de stratégies comportementales réussies ou échouées. Et donc, c'est les stratégies du bébé. Donc, un bébé, c'est une montagne de besoins. Et pour les remplir, il va immédiatement actionner son territoire reptilien, qui est la seule partie du cerveau qui est mature dès la naissance, via les réflexes de stress. Du coup, un très jeune enfant, en fait, comme un adulte, a 4 états fonctionnels de l'instinct, c'est comme ça qu'on l'appelle en neurocognitivisme, qui vont être le calme, donc j'ai besoin de rien, je ne suis pas stressée, tranquille, la fuite, la lutte et l'inhibition. Et donc, ces 4 états fonctionnels vont créer les 8 facettes, puisque les stratégies donc du réflexe de stress vont être réussies ou vont être échouées. Et donc, le compétiteur, c'est la lutte empêchée. Donc, un enfant a un réflexe de lutte. Donc, l'idée de la lutte, je vous le rappelle, c'est « je casse ». Et donc ça se matérialise souvent par des pleurs pour un bébé. Il va frapper personne, il ne s'est pas encore bougé, c'est limite un tube digestif, donc il pleure. Voilà. Mais cette stratégie n'aboutit pas assez vite pour lui donner satisfaction. Donc concrètement, il va devoir pleurer longtemps avant d'obtenir ce qu'il veut. Et donc dans cette lutte, il peut soit redoubler d'efforts, donc typiquement, ça va créer la facette du compétiteur, soit il va laisser tomber et passer donc en inhibition, qui est le réflexe chronologique qui vient juste après la lutte. Par exemple, il va s'endormir, et donc ça va renforcer d'autres voies neuronales, c'est celle du participatif et du solidaire, dont j'ai déjà parlé précédemment dans l'aversion au risque. Donc voilà, le compétiteur, c'est la lutte empêchée. Donc je me bats, et pour obtenir satisfaction, je dois me battre beaucoup. L'idée, c'est ça. L'animateur, c'est le résultat de l'empreinte neuronale de la fuite réussie. Donc l'idée, c'est je me casse, et tout se passe bien. Donc pour faire court, le bébé, il a toujours un besoin, mais disons que une stratégie de fuite typique des bébés, c'est s'endormir. Donc par exemple, je sais pas moi, il a sa couche mouillée, il n'est pas content, il râle un petit peu, on vient pas assez vite et il s'endort. Et du coup, il a plus de besoin. Alors ça peut passer par l'endormissement, ça peut passer par la distraction, par exemple, un bébé qui va se mettre à jouer avec ses mains, ou bref, je digresse. Et donc, il a oublié son besoin, et donc ça, c'est une fuite réussie. Donc, le jeune enfant a fui, et il n'a pas obtenu satisfaction de son besoin, mais en tout cas, il a obtenu satisfaction puisqu'il n'est plus stressé.
Et donc ça crée la facette de l'animateur. Alors pourquoi je vous explique ça maintenant? C'est parce que ça montre bien la différence de logique entre ces deux facettes dans leur goût du risque. Celui du compétiteur, c'est un petit peu l'énergie du désespoir. Alors que celui de l'animateur, c'est la légèreté de celui qui en a absolument rien à faire. Donc l'un est dans l'effort, le combat, la force, et l'autre il est dans l'aisance et dans la légèreté. Donc l'animateur sera peu sujet au stress de lutte. Et lorsqu'il aura pris trop de risques, typiquement, il va couper sa position. Donc pour l'animateur, le risque, c'est un passage obligé pour vivre sa vie avec légèreté, avec insouciance, pour découvrir des nouvelles choses, pour avancer, pour pas s'ennuyer. Mais il a un rapport au risque qui est beaucoup moins, on va dire, dans l'effort et anxiogène que le compétiteur. Voilà, donc maintenant, je vous ai préparé un petit tableau où vous avez donc en abscisse, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, l'instinct grégaire, donc avec les différentes interactions entre l'instinct grégaire, donc dominant, marginal, dominant, axial, soumis, marginal, soumis, axial, et où vous avez les 8 facettes de personnalité, donc philosophe, novateur, animateur, gestionnaire, stratège, compétiteur, participatif, et j'ai pas mis le solidaire parce que des solidaires en trading, il y en a pas en fait. Donc voilà, comme j'ai le goût de l'efficience, j'ai pas mis quelque chose qui était inutile. Du coup, je vous invite à regarder donc les interactions, parce que je vous rappelle, dans le goût du risque d'ailleurs, comme dans n'importe quel sujet de trading, on peut évidemment, et c'est ce que j'essaye de faire, de prendre les différents instincts ou les différents positionnements de manière unitaire, parce que grosso modo il y a autant d'interactions qu'il existe d'individus, mais c'est intéressant, je trouve, pour vous, que là maintenant, dans ce goût du risque, dans ce rapport au risque, qu'il soit dans le goût, dans l'aversion ou dans la déformation, qu'on étudie un exemple concret d'interaction. Alors évidemment, ce tableau par rapport aux interactions n'est pas totalement exhaustif, puisque un individu n'est pas qu'une seule facette. On a tous deux facettes principales. On peut en avoir aussi une troisième, mais voilà, grosso modo, il y en a deux. Donc dans le tableau, je définis des dissonances qui sont positives. Alors ce que j'appelle dissonance positive, bien que, entre parenthèses, une dissonance mérite toujours d'être traitée, pour que le trader puisse opérer avec une certaine quiétude. Mais une dissonance positive, c'est ce que je qualifie comme j'ai perdu le fil. Je suis en train de regarder dans le chat en même temps, c'est fou comme je suis monotage, je dois être extrêmement masculine. Donc une dissonance positive, c'est ce qui va venir réguler en fait les points faibles de certains instincts. Les dissonances négatives, ce sont des voix qui sont dissonantes, c'est pour ça que je l'appelle dissonante, mais qui vont venir accroître des points faibles majeurs là par rapport à cette question du risque en l'occurrence. Voilà. Alors j'ai donc regardé dans le chat si vous avez choisi une interaction que vous souhaiteriez que je traite. Alors là... Apparemment, il y a eu des problèmes de son. Vous pourriez me le dire? Vous êtes toujours là ou je vous ai complètement perdu? Oh, mais on dirait qu'il n'y a plus personne. J'ai perdu le son ou quoi? Bah, au cas où, ça va être retransmis sur YouTube parce que je pense que mon enregistrement sera correct. Ah non, le son c'est bon. Bon bah vous avez peur de choisir une case ou quoi? Ça vous parle pas beaucoup? Ah oui, non, apparemment il y a eu...
il y a eu une déconnexion il y a 5 minutes au niveau du chat, ou je ne sais pas. Dominant marginal, on me demande. Oui, mais avec quelle facette vous souhaiteriez que je le fasse? Parce que dominant marginal, là. On me dit choisis la case qui te correspond le mieux. Non, non, vous saurez pas qui je suis. Je vais vous parler, si vous voulez que je vous parle du marginal, je vais vous en parler, comme ça en même temps je vous parlerai de moi. Bon, ok, alors disons, voilà, le fait que je choisisse, voilà, ok, très bien. Donc dominant, marginal, novateur. Donc alors j'ai noté dans le tableau, dissonance négative, besoin de certitude. Alors, le dominant, donc, il a beaucoup de droits et peu de devoirs. Ça, je l'ai déjà dit. Et l'instinct grégaire marginal, c'est quelqu'un qui va penser que l'environnement est hostile. Donc l'environnement est dangereux, il faut me mettre en sécurité par de la préparation et par beaucoup d'observation. Donc ça, c'est la marginalité. Quelqu'un qui va être novateur, c'est quelqu'un qui a le goût de la logique. C'est quelqu'un qui aime beaucoup penser, qui est peu dans l'action d'ailleurs, hein, qui aime réfléchir, qui aime voilà, les énigmes. C'est quelqu'un qui est assez scientifique, qui va trouver des rapports de cause à effet. Voilà, que quelqu'un qui n'est pas novateur va pas forcément trouver de logique, mais lui il va jalonner son raisonnement comme ça de plein de petits dominos qui vont lui permettre d'avoir en fait voilà, des idées complexes, bien construites, mais il peine à rentrer dans l'action. Alors il y a une dissonance négative dans le donc novateur dominant marginal, notamment au niveau de son avec l'instinct grégaire de dominance, puisqu'en fait il a la sensation que même s'il ressent de manière inconsciente un niveau de droit qui est très important, pour lui c'est pas logique, c'est pas légitime. Et le novateur donc il ressent ça fortement, d'autant plus s'il a de la marginalité. Parce que donc le côté marginal va vouloir se mettre en sécurité, et ça aussi donc ça vient contrebalancer un petit peu la confiance en soi de la dominance. Le novateur, là, quelqu'un qui va être à la fois très novateur, dominant et marginal, un point bloquant qu'il va avoir, c'est justement son goût pour la préparation et la réflexion. Parce que là, j'ai envie de dire, il y a quasiment double peine. La marginalité, donc l'environnement est dangereux, donc je dois faire attention, je dois prendre beaucoup d'informations, je dois me documenter, voilà, je suis un guetteur, et renforcé par le goût de l'idée du novateur. Du coup, c'est un trader qui va peiner à agir. Ça va être typiquement un excellent créateur de systèmes. Je veux dire, de créer des systèmes complexes, voire même algorithmiques. C'est quelqu'un qui va parvenir à avoir une analyse très fine de l'économie s'il a le goût du fondamentalisme, mais qui va avoir beaucoup de peine à rentrer en action, à le mettre en pratique et à se mettre en danger. Le novateur, déjà, par son goût pour l'idée et du coup par conséquent son faible goût pour l'action, c'est pas une personne qui est frénétique, hein, dans ses actions. Ça peut d'ailleurs être positif, mais là comme c'est renforcé par la marginalité, eh bien voilà, c'est quelqu'un qui agit difficilement et qui va avoir besoin de beaucoup de certitude en trading pour acquérir une certaine désolée, je lis le chat en même temps, du coup ça me déconcentre à mort. Voilà, pour acquérir une certaine quiétude. Voilà, c'était le mot que je cherchais. Oui, alors d'accord. Je me suis reconnue, oui. Tant pis.
Non, mais je rigole. J'espère que vous le prenez pas mal. Alors, il est 16h35. Écoutez, j'ai encore 5-10 minutes. Si vous le souhaitez, je peux prendre une autre case, si ça vous intéresse. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un décalage entre le moment où je parle et le moment où vous m'entendez. Pourtant, on n'est pas si loin que ça. Bah, du coup, j'attends les retours, hein. Ah, on me demande quel est le profil le plus adapté au trading. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas, le profil le plus adapté au trading. Il y a des profils adaptés à des modes opératoires. C'est-à-dire que quelqu'un qui va pouvoir être très bon sur, par exemple, une approche, on va prendre, je sais pas, on va prendre un truc extrême, sur une approche très court-termiste, donc en scalping très court sur des marchés très volatiles, en multipliant les ordres, sera absolument incompétent sur du swing. Et quelqu'un qui a la capacité de garder des positions pendant 6 mois sera absolument pas capable de pouvoir prendre voilà, plein de trades en rafale comme un scalper. Du coup, il n'y a pas réellement de profil plus adapté au trading. Il y a certaines, on va dire, il y a certaines interactions quand même qui sont rédhibitoires. J'en ai déjà parlé, d'ailleurs ici dans le tableau, je note quelqu'un qui est à la fois qui a un instinct grégaire, donc soumis, donc il y a beaucoup de devoirs et peu de droits, qui est aussi marginal, donc l'environnement est dangereux, il faut me protéger, et qui est en même temps gestionnaire. Gestionnaire, c'est quelqu'un qui recherche la sécurité, la perfection, qui a besoin de beaucoup de certitude. C'est quelqu'un qui va avoir une aversion tellement forte au risque que c'en est bloquant. Donc il y a quand même certaines, on va dire, certaines combinaisons qui sont rédhibitoires pour le trading, c'est évident, mais après il n'y a pas vraiment de profil du trader parfait, quoi, ça n'existe pas. Donc dominant marginal, animateur. Alors, dominant marginal animateur, donc j'ai noté dissonance positive grâce à la méfiance qui est régulatrice. Donc on a parlé, je ne vais pas vous résumer une fois de plus le dominant et l'animateur dont j'ai parlé voilà, il y a 10 minutes, je ne vais pas me redire. Par contre, du coup, je vous parle 2 secondes de la marginalité. Donc la marginalité, c'est donc l'instinct grégaire qui fait qu'inconsciemment la personne voit l'environnement comme hostile et dangereux, et du coup tout ce dont je vous ai parlé par rapport au risque de l'animateur, qui est insouciant, qui est léger, par rapport au droit du dominant qui est audacieux, eh bien la méfiance va permettre de réguler ces aspects-là, et donc d'en amoindrir, on va dire, l'impact négatif. Donc ça, c'est typiquement une case vraiment de dissonance positive entre le dominant marginal animateur, puisque grosso modo, la personne peut arriver, alors après, j'ai envie de dire, il faut voir le profil de manière plus précise, hein. Là, je mets dans des cases de manière très schématique, mais voilà, en tout cas, à des bonnes composantes pour arriver à un bon équilibre, en tout cas dans son rapport au risque. Bon, j'espère que cette chronique vous a appris 2-3 choses pour clôturer cette semaine de marché qui était intéressante. Aujourd'hui, c'était le NFP. Alors, je rigole parce que je m'étais dit, bon, pour le coup, comme vous me posiez des questions sur mon trading, je vais vous en dire un petit peu. Jusqu'à ce matin, j'avais fait une très bonne semaine. Mais très bonne semaine. La semaine précédente, d'ailleurs, aussi impeccable. Franchement, j'étais bien contente. Et puis, je m'étais dit ce matin, bon, aujourd'hui, il y a le NFP, je vais pas opérer. Et puis, j'ai vu un petit truc sympa sur le CAC ce matin. Donc j'y suis allée et j'ai rendu la moitié des gains de la semaine. Bon, c'est pas grave, de toute façon, l'objectif de la semaine était partiellement atteint. Mais donc là, on a eu une semaine quand même qui était particulièrement
particulièrement pourri sur les marchés européens. Voilà, ça arrive. Donc ça me fait penser donc en post-scriptum, chose qui n'a rien à voir avec la notion du risque, mais qui est bon de dire et de répéter, et bien que vos stratégies, elles doivent systématiquement être utilisées quand la configuration de marché s'y prête. Voilà. Ah, donc il y a eu beaucoup de questions là du coup. Qu'est-ce que j'entends par très bonne semaine? Ah, ça, je vous le dirai pas. Donc, novateur, gestionnaire, animateur. Là, il y a 3 facettes, Édouard. Pas d'instinct grégaire. Alors, évidemment, je pourrais traiter les dissonances qu'il y a là-dessus parce que il y en a. Non, je vais pas rentrer là-dedans. Bon, allez, si, mais vite fait quand même. Donc, le novateur, goût pour la logique, pour le monde de l'idée, le gestionnaire, besoin de sécurité, perfectionnisme, et l'animateur, goût pour la liberté et le mouvement. Là, concrètement, c'est un profil, il faudrait voir avec l'instinct grégaire aussi, mais c'est un profil de Bonnie and... non, pas de Bonnie and Clyde, de Jekyll et Hyde, quoi. Hein. C'est-à-dire que d'un côté, il y a l'animateur qui va dire « Bah allez, vas-y, faut découvrir des nouvelles choses, on va faire la fête, allez, faut s'amuser, il nous faut de la nouveauté et tout. » Et puis, il y en a un autre qui dit « Non, non, mais voilà, il faut prendre son temps pour réfléchir, pour se mettre en sécurité, faut pas y aller comme ça. » Donc là, je pense que quelqu'un qui a ces 3 facettes qui sont bien présentes, après il y en a forcément 2 qui sont plus importantes que l'autre, donc ça c'est pas dit dans la question, mais là il y a forcément de toute façon des dissonances qui font que la personne ne peut pas avoir un comportement stable en trading, à moins de résoudre un petit peu les conflits qu'il y a à l'intérieur. Donc existe-t-il un test pour connaître notre profil? J'ai eu une coupure de son, si vous avez répondu, merci. Donc il y a un test, oui. Alors il y a un test qui est très sommaire, qui est gratuit sur le site de neuro-trading.fr. C'est un test fait maison. Hein. Et ensuite, pour établir votre profil de trader, alors oui, donc ce test qui est sur le site est uniquement sur les facettes de personnalité. Et pour établir donc un profil complet et précis, eh bien ça passe donc par un test qui se fait en ligne de l'Institut de médecine environnementale et qu'on débriefe ensemble en rendez-vous. Et donc là, c'est payant du coup. Et donc, c'est le service de profilage qui est disponible sur le site de NeuroTrading dans la rubrique Formez-vous. Donc, vous n'êtes pas gestionnaire. Non, je ne suis pas gestionnaire. Ça, c'est sûr. Tac. J'ai fait 700 points pour moi. Pour un débutant, ça me va. Bah, tu m'étonnes. Vous ne ferez pas 700 points toutes les semaines. Hein. D'ailleurs, c'est peut-être même trop pour être une bonne nouvelle pour vous. De mon côté, 0,4%. Ok, un peu cynique. Me dit Édouard, probablement par rapport à la réponse sur le novateur, gestionnaire, animateur. Non, c'est pas du cynisme. J'essaye de regarder en fait, et c'est là-dessus, je pense que je peux réellement aider les personnes avec qui je travaille, c'est-à-dire de regarder leur profil par rapport à ce que je connais du trading, évidemment sans aucun jugement de valeur qui m'est personnel, mais juste et du coup par voie de conséquence sans non plus énormément de sympathie ou d'empathie, mais vraiment comme une curiosité intellectuelle. C'est-à-dire que je prends les différentes composantes d'un profil que je valide avec la personne. Hein. Voilà, est-ce que ça c'est exact, est-ce que ça l'est pas, voilà, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus, voilà. Pour bien comprendre vraiment l'écologie globale, et je le place en face des impératifs de trading déjà à la base, donc des impératifs qui vont être mentaux et comportementaux, et aussi et surtout de manière d'opérer. Parce que selon votre profil, eh bien, vous pouvez très certainement, je ne vais pas dire systématiquement, mais très certainement trouver un mode opératoire qui vous convienne et qui n'est pas forcément celui vers lequel vous vous tournez à la base. Donc je viens de faire mon test sur le site, je suis philosophe
et je suis philosophe et secondaire novateur. Est-ce que c'est grave, docteur? Philosophe novateur, j'en ai eu plein en clientèle. Donc il y a beaucoup de traders qui sont philosophes novateurs. Alors le philosophe, il est non, c'est pas du tout grave. Mais là aussi, il faudrait voir l'instinct grégaire. Voilà, donc je vais pas repartir sur cette question puisque le temps file et que je vais devoir vous laisser. Mais il y a beaucoup de traders qui ont... D'ailleurs, quand on regarde, je vous parlais donc il y a un quart d'heure de la jeunesse des facettes, donc où j'expliquais donc que le compétiteur, pardon, c'est la lutte empêchée et que l'animateur c'est la fuite réussie. Eh bien, le philosophe, c'est ce qu'on appelle en neurocognitivisme l'activation de l'action, donc le calme réussi, et le novateur c'est le calme empêché. Donc, visiteur, vous ne vous êtes pas présenté, monsieur philosophe novateur, mais j'imagine du coup que vous êtes quelqu'un d'assez calme, d'assez zen, qui n'aime pas forcément la violence, du coup qui, je pense, n'opère pas sur des unités de temps très courtes, mais plutôt en swing trading. Vous avez peut-être tendance à avoir trop d'indicateurs. Tout dépend, quoique non, philosophe en premier, novateur en second. Le philosophe, il aime la simplicité quand même. Enfin voilà, je commence à m'avancer un petit peu trop. Donc le côté animateur, c'est qu'un jour on doit tous mourir, c'est tout, mais plutôt novateur et gestionnaire, aventureux, réfléchi. Oui, je ne comprends pas. Je n'ai pas compris votre question, si c'est une question ou si c'était une réflexion. Donc Alex... Ah oui, Alex, c'est monsieur 700 points cette semaine. Je suis à plus de 16% sur 5 semaines. C'est bien, Alex. Mais je suis en démo, pas la folie. Ah oui, bah dans ce cas-là, je vous invite à écouter la chronique démo versus réel. Qui est donc disponible sur les chaînes de DailyFX et sur ma chaîne aussi, et vous comprendrez qu'il y a une grande différence entre le démo et le réel, et qui n'est pas uniquement une différence concrète et pratique sur les marchés, mais aussi et surtout une différence humaine, une différence, je veux dire, humaine, puisque typiquement, déjà l'instinct grégaire est totalement endormi en démo. L'instinct grégaire, excusez-moi l'expression, mais il s'en tape total. Vous opérez en démo, votre instinct grégaire, même pas il ouvre un œil, quoi. Ça ne le concerne pas. Et ensuite, au niveau de certaines résistances que vous pourriez avoir au niveau des facettes de personnalité, là non plus, ça va pas vraiment s'exprimer en démo. Donc en fait, le démo, c'est intéressant évidemment de faire du démo pour acquérir, on va dire, l'aisance d'un geste. J'ai envie de dire, et pour faire votre œil par rapport à des graphiques, mais il ne faut pas rester trop longtemps en démo. Une fois que vous avez chopé le geste, ce qu'il faut faire, c'est ouvrir un tout petit compte, voilà, avec peu de capitaux, pour commencer à se confronter au réel, quoi. Alors, c'est moi qui ai fait le test. Oui, donc monsieur philosophe novateur, si c'est bien ça. Je trade depuis 4 ans et je trade en 5 minutes avec très peu d'indicateurs. Donc j'ai tout faux, quoi. Monsieur philosophe novateur. C'est parce qu'il est pourri, mon test sur le site. Non, je rigole. Bah écoutez, il faudrait que... J'avais prévenu, il faudrait que je puisse étudier les autres interactions. Bon, écoutez, je vous remercie. Je vous souhaite un bon week-end. Et donc, il y aura une autre chronique la semaine prochaine. À bientôt!